Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'une partie de jeu de rôle ne se limite aucunement à de longues campagnes étalées dans le temps avec des scénarios qui s'imbriquent dans une grande intrigue globale et vachement bien huilée. Bien sûr que non, on peut même faire des intrigues qui se déroulent en une seule séance. C'est ce que l'on appelle plus communément les one-shots. Alors autant cela peut en rassurer certains de se dire qu'ils n'auront pas à prévoir une aventure sur le long terme et pourront de ce fait se concentrer juste sur un scénario qui se suffit à lui-même. Sauf que, attention quand même, parce que ce n'est pas aussi simple que ça en réalité. Car là où on peut se permettre de reporter la partie à plus tard si l'on n'a pas fini ce que l'on souhaitait faire dans la séance, pour des aventures de GDR sous forme de campagne, là pour un one-shot, c'est un peu plus compliqué, parce que il y a une variable qui soudainement vient faire toute la différence. Alors, car oui, même si cela ne peut être pas forcément chronométré à la minute près, vous allez voir qu'elle régit directement ou indirectement les grandes lignes de l'écriture de ce type de scénario et qu'il est important tout simplement d'en tenir compte. Et afin de ne pas demeurer perdu dans pareils eaux troubles, voici donc quelques conseils si jamais vous souhaitez vous hasarder à pareil exercice. Premier conseil donc, puisque l'on parle du temps, il est important de définir la durée de votre one-shot en amont. Croyez-moi, pour avoir fait des prestations à durée limitée à titre professionnel en qualité de maître du jeu, on se rend compte que l'on peut très vite arriver à 4-5 heures de jeu environ sans avoir eu besoin de faire des choses de dingue en termes de narration avec tout le groupe de personnages. Attention, je sais que cela reste très dépendant du groupe que vous avez, mais veillez toutefois à ne pas tomber dans le piège de ne pas prendre en compte le facteur temps, car il n'y a rien de pire de devoir bâcler la fin d'un one-shot juste parce que vous avez mal géré la durée de certaines portions. Après, à vous d'estimer combien de temps vous mettez pour amener tel ou tel élément de votre histoire, mais je vous conseille cependant d'annoter différents checkpoints avec des horaires. Cela vous permettra déjà en amont de savoir si vous êtes dans les clous de la durée avancée, et une fois sur place, cela vous permettra de savoir si vous êtes à la bourre ou en avance sur votre planning. Deuxième conseil, qui est un peu dans la continuité du conseil précédent, alors c'est une habitude que j'ai commencé à prendre avec l'écriture et le meugetage, donc de ces fameux one-shots, celui de découper mes scénarios en 3 actes, comme suit. Alors tout d'abord, avant de commencer par les 3 actes, il y a d'abord l'introduction, qui sert généralement à planter le décor, autant en HRP qu'en roleplay, de fignoler les ajustements de dernière minute, de répondre aux ultimes questions, etc. etc. C'est un peu un moment tampon qui peut faire office de mise en jambe pour les joueurs. J'estime en général que ça prend à peu près 20 minutes. Ensuite vient l'acte 1 qui est là pour présenter la situation initiale et le début de la lente montée en tension vers le climax de l'intrigue. C'est généralement à ce moment que les PJ commencent à découvrir les lieux, à trouver des indices, à se poser des questions, etc. etc. En bref, c'est le moment où ils grattent la surface émergée de l'iceberg. J'estime à peu près la durée de l'acte 1 à environ 1h30. L'acte 2 marque l'entrée dans le dur de votre intrigue. Les joueurs sont à présent conscients qu'il va falloir agir dans tel ou tel sens, sans pour autant être à 100% au courant des enjeux. Généralement, je marque l'acte 2 d'un premier combat et de quelques rencontres hostiles, solvables sans phase tabletop. En gros, je dirais que l'acte 2 fait environ 1h15. Vient alors l'acte 3 avec le climax qui éclate. Là, les joueurs ont pleine conscience de ce qui doit être fait pour résoudre l'intrigue. C'est généralement le moment de caler le combat final, si jamais il y en a un, avant de transiter vers la redescente en tension de votre intrigue, comme par exemple la fuite du lieu du combat qui est en train de s'écrouler, etc., etc. En général, l'acte 3 est plus long car il y a une phase de combat qui vient la ponctuer, comptez de ce fait en général 1h45. Et pour finir, vous avez l'épilogue qui sert tout simplement à raconter les retombées, l'aftermath comme disent les Anglais, suite aux diverses décisions des joueurs et une potentielle fin ouverte si jamais vous le désirez. Comptez un peu moins que pour l'introduction, soit environ une dizaine de minutes. Et vous voyez donc que 20 minutes, plus 1h30, plus 1h15, plus 1h45, plus 10 minutes, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais ça fait déjà 4 heures. Alors évidemment, cela reste à adapter selon votre bon vouloir, votre scénario, la durée de votre one-shot, etc., etc. Les durées présentées plus haut sont là à titre purement informatif. Servez-vous-en pour vous donner une idée simplement des proportions, si jamais vous faites des one-shots plus longs. Troisième conseil qui, même s'il peut sembler évident dit comme ça, peut très vite passer à la trappe. Celui de créer des personnages pré-tirés. Car vous comprenez bien qu'avec l'influence du facteur temps que je vous rabâche déjà depuis le début de la vidéo, l'on n'a certainement pas le temps de passer par une création de personnages à part entière comme on le ferait pour un jeu de rôle en campagne. Le but aussi, derrière l'idée de proposer des personnages pré-tirés à vos joueurs, c'est de pouvoir vous assurer que ceux-ci sont bel et bien ancrés dans l'intrigue de votre one-shot et que les challenges proposés se révéleront à leur hauteur. En effet, vous pouvez en profiter pour vous arranger pour que chacun des personnages ait un lien avec l'intrigue,
ce qui ne fera que renforcer, in fine, l'immersion des joueurs. Chose qui, vous l'admettrez, est tout de même bien plus dur à faire à la volée avec des personnages créés avec ces mêmes joueurs. Conseil numéro 4, comme le disait un grand philosophe de l'internet. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Et oui, comme vous l'avez vu dans le découpage en 3 actes, la phase d'introduction reste somme toute assez courte. Ce qui veut dire que vous n'avez pas le temps de faire démarrer l'intrigue en amont de la partie intéressante de cette dernière. J'entends par là que, par exemple, si les personnages doivent se rendre dans un village perdu dans les montagnes, eh bien caler le top départ au moment où ils voient l'entrée de ce même village, plutôt que de commencer la séance à 1000 lieues de là, dans une taverne où les PJ sont en train de discuter et vont devoir prendre la décision d'un commun accord d'entamer leur voyage vers ce lieu dit. N'hésitez pas à poser un postulat de départ, histoire d'éviter de trop gamberger dans le début de votre intrigue. 5e conseil, n'allez pas détailler l'ensemble des PNJ que les joueurs vont trouver sur leur route. Vous devez bien tracer la démarcation entre les PNJ utiles au scénario et le reste des badauds qui n'ont pas besoin d'avoir non plus un nom ou une personnalité à proprement parler extrêmement bien définie. À noter aussi qu'en faisant ainsi, vous attirez plus l'attention sur les PNJ porteurs d'indices pour l'intrigue, car si vous mettez autant d'importance narrative sur tous les PNJ, même ceux qui n'apporteront rien en matière d'information, eh bien il ne faudra pas s'étonner à ce que les joueurs pataugent dans la recherche d'indices. De plus, cela peut vous permettre de travailler plus en détail ces fameux PNJ clés, afin de rendre chacune de leurs rencontres unique en leurs joueurs qui marqueront d'une pierre blanche le déroulé de votre scénario. Alors vous vous rappelez sans doute de ma vidéo sur comment garder l'essentiel avec la méthode du fusil de Tchekhov. Bon, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir déjà. Pardon. Mais sinon, pour les retardataires, voici un petit rappel. Il faut supprimer tout ce qui n'est pas pertinent dans l'histoire. Si dans le premier acte vous dites qu'il y a un fusil accroché au mur, alors il faut absolument qu'un coup de feu soit tiré avec au second ou au troisième acte. S'il n'est pas destiné à être utilisé, il n'a rien à faire là. L'idée est encore plus probante que pour des scénarios en campagne, car le risque est double si vous négligez les enseignements de Tonton Tchekhov. Le premier risque se trouve dans l'écriture, où vous risquez fort de vous éparpiller en détails non nécessaires au déroulement de l'intrigue. Et de ce fait, vous perdez du temps à la préparation, et vous allez perdre du temps aussi au meugetage. Et deuxième risque, vos joueurs vont forcément penser que ces détails en question, qui ne servent à rien, font partie de l'intrigue. Ils vont donc cumuler les fausses pistes à n'en plus finir, faisant encore de ce fait perdre du temps. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas glisser quelques fausses pistes de ci, de là, comme ça. Mais attention tout de même, car si vous êtes déjà ric-rac en termes de temps, pour raconter votre histoire, garde à ne pas perdre du temps en tournant en rond. Et enfin, le dernier conseil de cette série, celui de garder votre intrigue en mouvement. Car il n'y a rien de pire, très honnêtement, qu'une avancée narrative qui s'enlise, surtout en one-shot. Là, on perd du temps, tout le monde est frustré, et l'attention que vous essayez de faire monter depuis le début risque fort de retomber à plat. Il faut donc pouvoir être en mesure de garder l'intrigue en mouvement afin de relancer la machine si jamais le groupe venait à se trouver au point mort. Pour pallier à ce problème, je vais prendre comme exemple la mécanique de countdown du JDR Monster of the Week. Alors comme vous pouvez le voir ici, il y a une graduation progressive de l'avancée de l'intrigue en parallèle de l'investigation du groupe de PJ. Chacun de ces checkpoints est marqué par l'avènement de différents événements de plus en plus marquants qui viennent faire évoluer la situation globale, transformant de ce fait les enjeux et les actions nécessaires à encourir. L'avantage de cette technique est double à dire vrai, car d'un côté, cela vous permet de donner du rythme à votre one-shot, en donnant l'impression que le monde dans lequel évoluent les PJ est vivant. Et de deux, le plus important, celui de redonner du dynamisme à une intrigue qui s'enlise en relançant l'intérêt en berne des joueurs. Comme je le dis si souvent, une pierre deux coups pour un peu de préparation faite en amont, pourquoi s'en priver? Et voilà donc pour cette série de petits conseils pour l'écriture de votre one-shot. Alors je sais bien évidemment qu'il en existe d'autres plus spécifiques. Pardonnez-moi d'être resté dans le généraliste par souci de synthèse, mais vous pouvez réparer cet impair en donnant vos propres conseils en commentaire. Quoi qu'il en soit, je dirais qu'il n'est pas plus facile d'écrire un one-shot qu'une campagne de jeu de rôle. Disons qu'on ne se heurte pas aux mêmes problématiques, donc ce n'est pas forcément extrêmement comparable, mais c'est justement ce qui peut s'avérer très enrichissant si vous souhaitez parfaire votre expérience de MJ. Et ce, sur bien des aspects, comme par exemple la gestion du temps, l'importance des détails ou encore l'efficience du déroulé narratif, etc., etc. Bref, dites-vous bien toutefois que dans un cas comme dans l'autre, le but, ça reste de s'amuser en fait. Alors ne vous prenez pas trop la tête. Certes, il faut mettre un peu d'application à la tâche si vous souhaitez avoir un rendu agréable pour tous et
que vous estimez un minimum qualitatif. Mais n'allez pas surpenser, overthink, comme disent les Anglais, toutes vos parties en termes de préparation. Car je dois vous avouer que je vois pas mal de maîtres du jeu qui se perdent en détails à foison dans une recherche illusoire d'une prétendue perfection. Et très honnêtement, je vous déconseille vivement de suivre cette même illusion, car viser la perfection ne fera que vous frustrer en fin de compte. Fait amusant cependant, il n'existe pas de route vers la perfection. C'est même à se demander si pareille destination existe vraiment. Cependant, le simple fait d'être animé de la volonté d'être un peu meilleur qu'hier se révèle être au final le moyen le plus tangible de s'en rapprocher, petit pas par petit pas. Car ce n'est pas à grandes enjambées que l'on fait le plus grand des voyages.